Imaginez un peu la scène, un scientifique en blouse grise, avec l'air très solennel, qui donne l'ordre d'envoyer une décharge électrique mortelle à un parfait inconnu. Un inconnu qui est attaché sur une chaise dans la pièce d'à côté en plus. Voilà, c'est ça. Et évidemment, la réaction immédiate de n'importe qui, enfin de ceux qui nous écoutent en ce moment, ce serait de refuser catégoriquement. On se dit tous que, confrontés à cette situation, on prendrait l'interrupteur et on le jetterait par la fenêtre. C'est ce qu'on aime tous croire, oui. C'est très rassurant. Et pourtant, la science prouve exactement le contraire. Et c'est une réalité assez troublante, mais ça soulève la grande question qui va servir de fil rouge à notre exploration d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est vraiment les seuls maîtres de nos décisions, ou est-ce qu'en fait, nos choix nous échappent totalement? Ah bah c'est le grand paradoxe de la psychologie humaine, ça. On a vraiment cette conviction intime d'être des êtres purement rationnels, quoi. D'exercer notre libre arbitre tous les jours. Ce qui n'est pas du tout le cas du coup. Pas du tout, non. Les recherches comportementales montrent que notre environnement, nos interactions sociales, et même des plus minuscules, eh bien ça dicte une immense partie de nos choix, à notre insu. Et c'est d'ailleurs tout le propos du livre Psychologie de la manipulation et de la soumission de Nicolas Guéguin. Oui, c'est vraiment un ouvrage de référence en fait. Totalement. Ça rassemble des décennies de découvertes pour rendre ces espèces de mécanismes invisibles enfin compréhensibles. Et ça, sans avoir besoin d'un doctorat en neurosciences. Ce qui est fascinant quand on se penche sur ces concepts, c'est qu'on a souvent cette image d'Épinal, du manipulateur, tu sais. Le méchant machiavélique, tapis dans l'ombre, qui tire consciemment les ficelles. Le génie du mal, quoi. Voilà. Alors qu'en réalité, l'influence ressemble beaucoup plus à un tour de magie ordinaire. Le spectateur est persuadé d'avoir choisi une carte totalement au hasard. Son illusion de liberté est parfaite. Mais en réalité, le magicien a forcé le choix depuis le début. Exactement. Il a juste orienté l'attention. C'est une super comparaison, en fait. Parce que, tout comme le spectateur qui regarde au mauvais endroit, nous, on ne voit pas les ficelles sociales parce que notre cerveau traite la majorité des signaux en mode automatique. C'est ça. La manipulation, ça commence pas avec un pendule hypnotique. Ah non, ça s'appuie sur des symboles tout bêtes du quotidien qu'on a appris à respecter sans réfléchir. Et l'exemple le plus frappant pour illustrer ça, ça reste notre rapport à l'autorité. Ce qui nous ramène directement à la fameuse expérience de Stanley Milgram au début des années 60. C'est vraiment le cas d'école qui, personnellement, me glace le sang. C'est compréhensible, c'est une étude très marquante. Pour résumer pour notre auditoire, un volontaire croit participer à une simple étude sur la mémoire. Et il doit punir un autre participant, qui est en fait un acteur complice, bien sûr, avec des chocs électriques de plus en plus forts à chaque mauvaise réponse. Des chocs fictifs, on le rappelle. Oui, oui, fictif. Mais le volontaire, lui, il est convaincu de les administrer pour de vrai. Et c'est là que le chiffre tombe. 65% des gens vont jusqu'au bout, jusqu'à la décharge maximale et potentiellement mortelle de 450 volts, juste parce qu'un chercheur leur dit de continuer. 65%, ouais. Près de 2 tiers de la population. Et il faut vraiment insister sur le profil de ces participants, c'est pas des psychopathes, hein. C'est des gens normaux, quoi. Des employés de bureau, des commerçants, des profs, des gens comme tout le monde. Face à ce chiffre, le réflexe naturel, c'est le déni. On se dit, ils avaient forcément une faille morale, un fond sadique. Pour se rassurer, on se dit qu'on n'est pas comme eux. Exactement. Mais c'est une erreur d'interprétation totale. Ce que Milgram démontre, c'est que la personnalité de l'individu, elle pèse pas lourd face à la pression d'une situation sociale bien construite. Donc la situation prend carrément le pas sur la morale de base. Mais il se passe quoi dans la tête de la personne qui appuie sur le bouton? Parce que j'imagine qu'elle ne le fait pas en chantonnant. Oh que non. Les vidéos d'archives sont même dures à regarder. Les participants transpirent, ils tremblent, ils supplient le chercheur d'arrêter. Le conflit interne est énorme. Et pourtant, il continue. C'est fou. Il continue, et la psychologie sociale explique ça par le concept de l'état agentique. En gros, en temps normal, on est dans un état autonome. On évalue nos actes avec notre propre boussole morale. On assume nos choix, en somme. Voilà. Mais dès qu'on est inséré dans un système hiérarchique, avec une autorité qu'on juge légitime, hop, il y a un basculement. On se transforme en un simple agent d'exécution. Donc, on se débranche intellectuellement de la moralité de l'acte en Nel, soi. c'est le mot. La responsabilité est psychologiquement transférée sur les épaules de celui qui donne l'ordre. L'individu se demande plus si c'est mal de faire mal, il se demande juste « est-ce que je fais bien ce qu'on m'a demandé ?» Sa boussole morale est désactivée. C'est effrayant. Ça veut dire qu'il suffit d'un cadre formel, genre une blouse blanche ou une voix autoritaire, pour neutraliser notre éthique. Et le pire, c'est que ça s'observe dans la vraie vie, pas juste dans des labos.
Tu penses à l'étude dans les hôpitaux? Exactement, l'étude de Hoffling. C'est dingue. Ça se passe avec de vraies infirmières en service. Un chercheur appelle au téléphone, il se présente comme le Dr Smith, un médecin que l'infirmière connaît pas du tout, Un parfait inconnu au bout du fil, hein. et il lui ordonne d'administrer sur le champ 20 mg d'un médicament à un patient. Alors qu'il faut préciser que l'étiquette du flacon indiquait très clairement que la dose max autorisée, c'était 10 mg, la moitié quoi. C'est ça, Nakou. Et en plus, prendre une prescription médicale par téléphone d'un inconnu, ça violait toutes les règles de sécurité de l'hôpital. Enfin, toutes devaient crier danger dans leur tête. C'est clair. Et pourtant, le résultat est consternant. 95,5% des infirmières ont préparé la seringue. Elles se dirigeaient vers la chambre du patient pour l'injecter. Presque 100%. Elles ont été arrêtées in extremis, heureusement. Mais comment c'est possible, hein? Des professionnels formés pour soigner qui mettent en danger de mort un patient sur un simple appel. L'hôpital, c'est l'archétype de la structure pyramidale très stricte. L'infirmière est conditionnée pour considérer que le médecin détient le savoir absolu. Son cerveau a créé un raccourci. Si le médecin le dit, c'est la bonne décision. Ce qui, la plupart du temps, sauve des vies. Bien sûr, ça fait gagner un temps précieux en urgence. Mais là, dans ce scénario manipulé, le simple titre de docteur agit comme un interrupteur. Ça court-circuite tout esprit critique. L'autorité n'a même pas besoin d'être physiquement dans la pièce. C'est vraiment comme enclencher le pilotage automatique dans une voiture, en fait. Le cerveau voit l'uniforme ou le titre, il lâche le volant et il suit le GPS aveuglement. Et même quand c'est pas vital, ça marche. Ah oui, l'étude sur les piétons, par exemple. Oui, l'étude de Lefkowitz. Un acteur traverse une rue au feu rouge devant d'autres passants. S'il est habillé avec des vieux vêtements, un peu négligés, personne ne le suit. Il est juste perçu comme un imprudent. Exactement. Mais si ce même acteur traverse au feu rouge avec un superbe costume cravate, sur mesure, d'un coup, il y a des piétons qui lui emboîtent le pas et qui en freinent le code de la route avec lui. Parce que le costume, à un niveau très profond et inconscient, c'est un marqueur de haut statut social. Et d'un point de vue évolutif, suivre le leader du groupe, ça offrait de meilleures garanties de survie. Donc on a gardé ce réflexe archaïque. Voilà, c'est une confiance irrationnelle accordée à un simple bout de tissu. On suppose que le gars en costume sait ce qu'il fait, même s'il se jette sous une voiture, quoi. C'est fou. Donc l'autorité visible, c'est massif, mais en lisant cet ouvrage, on réalise que c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Le plus glaçant, finalement, c'est même pas quand on nous donne un ordre direct. Ah non, le plus redoutable, c'est quand on a l'illusion totale d'être libre. C'est ce qu'on appelle en psychologie la soumission librement consentie. Et ça, c'est un concept incroyable. C'est de l'ingénierie sociale pure. Le postulat, c'est que la meilleure façon d'obtenir un truc de quelqu'un, c'est pas de le forcer, c'est de l'amener à construire lui-même les raisons d'accepter. Et la technique star pour ça, c'est le fameux pied dans la porte. Ah oui, l'expérience avec les panneaux dans le jardin, je l'adore celle-là. L'expérience de Friedman et Fraser. Ils vont faire du porte-à-porte dans un quartier super chic. Ils demandent au propriétaire la permission d'installer un panneau géant, super moche, avec écrit « Soyez prudents au volant » sur leur belle pelouse. Ce qui est la pire demande possible. Évidemment, presque tout le monde refuse direct. Personne veut défigurer sa maison comme ça. C'est un échec total en demande directe. Mais, et c'est là qu'est le génie de l'étude, ils changent de stratégie avec un autre groupe. Quelques jours avant la demande du gros panneau, ils envoient quelqu'un demander une toute petite faveur. Un truc insignifiant. Voilà, juste coller un tout petit autocollant sur la vitre de leur maison pour la sécurité routière. C'est tellement petit que c'est gênant de dire non. Donc presque tout le monde accepte. Et c'est là que le piège se referme en fait. Parce que quand les chercheurs reviennent quelques jours plus tard pour proposer l'immense panneau affreux à ce groupe-là, le taux d'acceptation explose complètement. Exactement. Et pourquoi ? À cause d'un des moteurs les plus puissants de notre psyché, le besoin de cohérence interne. La fameuse dissonance cognitive, non ? Tout à fait. La dissonance cognitive, c'est cet inconfort psychologique qu'on ressent quand nos actes contredisent nos pensées. En acceptant le petit autocollant, le propriétaire a modifié, sans s'en rendre compte, l'image qu'il a de lui-même. Il se dit « je suis le genre de personne engagée pour la sécurité routière ». C'est ça. Donc quand la demande énorme arrive, dire non, ça créerait une fracture avec cette nouvelle identité. Donc il dit oui au panneau moche pour rester cohérent avec lui-même. C'est prodigieux. On réécrit notre propre identité pour justifier une petite action passée. Et du coup, la technique inverse, la porte dans le nez, c'est la même mécanique de soumission. C'est le même but, oui, mais la mécanique est inversée. Au lieu de commencer petit, on commence énorme. L'exemple classique, c'est d'aborder des étudiants et leur demander de s'engager à accompagner de jeunes délinquants au zoo,
tous les samedis pendant 2 ans. Ce qui est un investissement de temps délirant, la porte claque direct, refus immédiat. Logique. Mais juste après ce refus, le demandeur soupire, fait mine d'être déçu et lâche. Bon, je comprends. Mais accepteriez-vous au moins de les accompagner une seule fois samedi prochain pour une simple après-midi? Et là, forcément, face à 2 ans de galère, une après-midi, ça paraît être rien du tout. Voilà. Le taux d'acceptation pour cette simple après-midi est démultiplié par rapport à si on l'avait demandé en premier. L'étudiant a l'impression d'avoir gagné la négo. Alors qu'en fait, il s'est fait avoir par le principe des concessions réciproques. C'est le ciment de la société humaine, la réciprocité. Le demandeur crée l'illusion de faire un effort en réduisant son exigence. Et notre cerveau enregistre ça comme une faveur. Du coup, la norme sociale nous pousse à faire une concession au retour. On dit oui pour solder la dette. C'est de l'aïkido social, franchement. On utilise la force et la politesse de l'autre pour le faire chuter. Mais ça amène une réflexion perturbante quand même. Est-ce que souvent, on n'est pas tout simplement nos propres manipulateurs? Comment ça? On a parfois cette sensation de s'enfermer soi-même dans des galères, juste par besoin de cohérence, sans même que personne nous le demande. Ah oui, c'est ce qu'on appelle l'escalade d'engagement. Et c'est très lié au coût irrécupérable. Une fois qu'on a investi du temps, de l'énergie ou de l'argent dans une décision, c'est psychologiquement super douloureux d'admettre qu'on s'est trompé. On préfère s'enfoncer plutôt que d'avouer l'erreur, quoi. Exactement. L'exemple de l'exposition Expo 86 à Vancouver est frappant. Le budget a explosé en plein chantier, la logique économique pure disait de tout annuler. Mais les décideurs avaient tellement investi de fonds publics et de réputation qu'ils ont continué à engloutir des millions juste pour justifier l'investissement de départ. Et ça nous touche tous. C'est le syndrome de la vieille bagnole, hein. Ah oui, le classique. Mais oui, la voiture qui tombe en panne tous les mois, on paye 1 000 € pour la courroie, le mois suivant c'est l'embrayage qui lâche. Rationnellement, il faudrait la jeter. Mais on se dit, j'ai mis 1 000 € le mois dernier, je peux pas l'abandonner maintenant, sinon j'ai perdu cet argent pour rien. Le cerveau dépeste la perte sèche, donc on s'auto-manipule en réinjectant de l'argent pour donner du sens à une perte passée. C'est irrationnel. Donc, entre nos biais cognitifs et les techniques comme le pied dans la porte, notre esprit critique, c'est comme un ordi vulnérable. Le bon manipulateur n'attaque pas de front. Il glisse une petite pièce jointe, un petit oui, et l'antivirus plante tout seul. C'est une très bonne image. Mais ce qui est sidérant dans cet ouvrage, c'est que ça va encore plus loin. Les mots eux-mêmes, à l'échelle sémantique, deviennent des déclencheurs. Notamment cette phrase magique « Mais vous êtes libre de ». La fameuse déclaration de liberté. Des dizaines d'expériences montrent que prononcer cette phrase, que ce soit pour demander de l'argent ou faire remplir un sondage, ça augmente considérablement les oui. Ce qui est totalement contre-intuitif. En disant à quelqu'un qu'il est libre de refuser, on lui ouvre grand la porte de sortie. Pourquoi ça le pousse à accepter? À cause de la réactance. La réactance, c'est ce réflexe de rejet, cette envie de dire non par principe quand on sent qu'on nous force la main. En disant explicitement « vous êtes libre », on flatte l'ego de la personne, on lui redonne l'illusion du contrôle total. Ah, je vois. Du coup, sa méfiance s'évapore, les boucliers de la réactance tombent, et elle devient super malléable à la suggestion. Désarmer la personne en lui disant qu'elle a le choix des armes, c'est aussi brillant que flippant. Et dans le même genre, la technique du pied dans la bouche est pas mal non plus. Le simple fait de demander « comment allez-vous » avant de demander un don pour une asso, ça marche. Oui, parce que ça exploite un automatisme de politesse. À « comment allez-vous » on répond machinalement « bien, merci ». Une fois que tu as déclaré publiquement que tu allais bien, c'est très dur psychologiquement de refuser d'aider quelqu'un dans le besoin juste après. Ah oui, le contraste serait trop violent pour l'image de soi. Exactement, la cohérence, encore et toujours. Et si les mots sont forts, le non-verbal l'est encore plus. L'impact du toucher furtif, par exemple, ça frôle la science-fiction quand on lit les résultats. C'est colossal, oui. Un serveur qui effleure le bras ou l'épaule d'un client pendant une seconde en rendant la monnaie, ça augmente significativement son pourboire. Juste un effleurement. C'est ça. Même chose dans la rue. Un acteur fait tomber des dossiers par terre. Les passants vont beaucoup plus l'aider à ramasser s'il leur a très légèrement touché le bras quelques instants avant, pour demander son chemin. Mais c'est quoi le mécanisme biologique là-dessous? Parce que la plupart du temps, on remarque même pas qu'on a été touché consciemment. C'est justement parce que ça passe sous le radar. C'est traité directement par notre cerveau limbique, le centre des émotions. Évolutivement, le toucher est notre premier sens. Un contact léger, c'est décodé inconsciemment comme un signe de proximité sécurisante ou de familiarité. Ça brise la barrière de l'anonymat, en gros. Voilà, ça crée une fausse intimité immédiate qui nous prédispose à être bienveillants envers la personne. C'est fou. Donc quand on superpose tout ça, l'autorité, la dissonance cognitive, la réactance désamorcée, le toucher subliminal,
Notre volonté est piratée en permanence. Et du coup, ça soulève une grosse question éthique. Est-ce qu'étudier tout ça, c'est pas juste former des manipulateurs cyniques? Comment on évite de sombrer du côté obscur? C'est tout l'intérêt de ce genre d'ouvrage analytique. Ça nous donne le code source de nos interactions. Mais ces outils sont moralement neutres. C'est l'intention qui fait l'éthique. Tiens, prenons la technique du lowball, l'amorce. Oui, comment ça marche ça concrètement? Le principe, c'est d'obtenir un accord sur une offre très avantageuse. Et une fois que la personne a dit oui dans sa tête, on change les règles, en retirant l'avantage. Le classique, c'est le vendeur de voiture qui te fait une super remise. Tu signes mentalement, t'es content. Et là, le vendeur revient du bureau du chef et dit « Ah, désolé, erreur de calcul, la remise est annulée ». L'engagement d'achat est déjà pris dans le cerveau de l'acheteur, donc la majorité maintient l'achat au prix fort. C'est un usage prédateur. C'est de l'abus de confiance, clairement. Mais on peut utiliser ça en bien, hein? Bah oui, des programmes de santé ont utilisé le lowball pour aider des fumeurs à arrêter. On obtient un premier engagement fort, puis on augmente la difficulté. Le pied dans la porte aussi, c'est utilisé par les mairies pour inciter les gens au tri sélectif via de petites requêtes de sensibilisation au début. L'outil est le même, c'est le projet qui change. Le marteau peut construire une maison ou la détruire, en gros. Et pour ceux qui nous écoutent, la plus grande valeur de ces connaissances, c'est de s'en servir comme d'un antivirus mental. Exactement, de l'autodéfense intellectuelle. Si demain un vendeur insiste lourdement, fait une fausse concession ou devient trop familier en nous touchant l'épaule, notre alarme interne doit sonner, on respire, on fait une pause et on se demande « est-ce que je veux vraiment faire ce choix ou est-ce que je réagis juste à un déclencheur automatique ?» Et c'est cette observation qui est cruciale. L'idée, c'est pas d'être paranoïaque au moindre bonjour ou comment allez-vous, c'est de reprendre le volant consciemment au lieu de subir le pilotage automatique, surtout dans un monde saturé de pubs et d'algorithmes. C'est un changement de perspective salvateur. On passe de la marionnette au metteur en scène. Au moins, on voit les fils, même si on ne peut pas tous les couper. C'est ce qui rend cette exploration indispensable, et il y a plein d'autres mécanismes dans le livre qu'on n'a pas le temps d'aborder. Mais pour conclure, il y a une pensée provocatrice qui m'est venue. Je vous écoute. On vient de voir que nos choix peuvent être modifiés par la couleur d'une cravate, la formulation d'une phrase banale, un effleurement sur le bras. Du coup, est-ce qu'il existe vraiment, au fond de nous, une personnalité fixe et inaltérable? Ah, c'est la question vertigineuse. Ou est-ce qu'on est finalement que le reflet perpétuel et mouvant des forces sociales invisibles qui nous traversent? Ça laisse vraiment à méditer. Un grand merci à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui pour cette discussion fascinante.